Depuis 1992, l'Union européenne, c'est un projet immense, presque vertigineux. L'idée, c'était de créer une union sans cesse plus étroite entre tous les peuples du continent. Sauf que ce grand rêve, il a été marqué par pas mal de crises, de doutes et de divisions bien profondes. Alors comment est-ce qu'on est passé de l'optimisme incroyable de l'après-guerre froide aux tensions qu'on connaît aujourd'hui? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La grande question qui va nous servir de fil rouge, c'est celle-ci. Plus de 30 ans après ses débuts, est-ce que l'Union européenne est un projet qui rassemble vraiment ou est-ce qu'elle est devenue une source de division? Toute la complexité du truc est là-dedans. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On est en 1992 à Maastricht, aux Pays-Bas. Il faut s'imaginer le contexte. La guerre froide vient de se terminer, il y a un vrai vent d'optimisme qui souffle partout. Et là, les dirigeants des 12 pays membres de l'époque signent un traité qui va tout changer. On ne parle plus juste d'une communauté économique. Non, on parle d'une véritable union politique. L'ambition est colossale. Alors, comment ça s'organise tout ça? Eh bien, le traité repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'économie, la citoyenneté, la future monnaie unique. Tout ça devient supranational. En gros, la Commission propose, le Parlement vote et les États doivent appliquer. C'est un peu le rêve fédéral. Mais pour les 2 autres piliers, c'est une autre histoire. Pour la politique étrangère ou la justice, là, on est beaucoup plus prudent. Les États gardent la main, ils ont un droit de veto. Toute l'ambiguïté du projet européen est déjà là, dès le départ. Et cette fameuse citoyenneté européenne, attention, ce n'est pas juste un symbole. Ça crée des droits hyper concrets. Le fait de pouvoir s'installer, bosser, étudier n'importe où dans l'Union, c'est une petite révolution. Et la protection diplomatique, ça, c'est génial. Ça veut dire que si on a un gros pépin au bout du monde et qu'il n'y a pas d'ambassade de son pays, on peut aller à l'ambassade allemande, espagnole, n'importe laquelle, et on sera aidé comme si on était un de leurs citoyens. Voilà l'Europe concrète. Et bien sûr, le symbole ultime de toute cette intégration, c'est l'euro. En 1999, on crée une monnaie unique gérée par une banque centrale européenne indépendante. C'est l'aboutissement du marché unique. Mais déjà, on voit une première fissure. Des pays importants comme le Royaume-Uni ou le Danemark refusent. Ils ne veulent pas abandonner leur monnaie nationale, un symbole fort de leur souveraineté. Et c'est là que ça devient super intéressant. Cet élan optimiste des dirigeants, il est loin, très loin de faire l'unanimité chez les citoyens. En France, on soumet le traité de Maastricht à un référendum. Et il passe, mais alors à un cheveu, 51% de oui. C'est un avertissement énorme, un premier signal d'alarme. Une bonne partie de la population est déjà sceptique face à ce projet d'intégration toujours plus poussé. Ok, on passe maintenant à la deuxième grande étape. Après s'être approfondie avec Maastricht, l'Europe va s'élargir. La chute du bloc soviétique ouvre grand les portes à des dizaines de pays d'Europe de l'Est qui rêvent de rejoindre le projet. Et là, l'Union va complètement changer de visage. Voilà notre point de départ. En 1992, au moment de Maastricht, l'Europe, c'est ça. 12 pays, principalement d'Europe de l'Ouest. Et en l'espace de quelques années à peine, on passe à ça. 28 membres. L'élargissement est fulgurant. On intègre notamment 8 pays de l'ancien bloc de l'Est, en un seul coup, en 2004. C'est un vrai bouleversement géopolitique. Et cet élargissement, il est à double tranchant. D'un côté, il y a l'espoir immense de réunifier enfin le continent, d'y ancrer la démocratie et les droits de l'homme. Et de l'autre, des craintes très fortes à l'Ouest. Vous vous souvenez peut-être du fameux plombier polonais, c'était la peur d'un dumping social, que des travailleurs de pays à bas salaire viennent tirer les conditions de travail vers le bas. Une peur qui va devenir un terreau hyper fertile pour les discours anti-Europe. Et ces craintes, elles vont finir par exploser au grand jour. On arrive à un moment de rupture absolument clé, 2005. Pour essayer d'adapter les institutions à cette nouvelle Europe beaucoup plus grande, les dirigeants proposent un traité constitutionnel. Et là, c'est le choc. Le non l'emporte, et de manière très nette, d'abord en France, puis aux Pays-Bas. C'est un véritable séisme politique. Pour la toute première fois, le moteur de l'intégration, qui était toujours poussé par les élites politiques, se heurte de plein fouet au refus des peuples. Le projet européen entre dans une crise de confiance, mais une crise vraiment profonde. Ce nom de 2005 met un mot sur ce malaise, l'euroscepticisme. C'est l'idée que l'Union est devenue une sorte de machine, lointaine, opaque. On parle souvent de déficit démocratique. C'est le sentiment qu'une loi nationale, on en débat au Parlement, on voit qui est pour, qui est contre, alors qu'une directive européenne, elle, semble parfois sortir d'un processus hyper complexe à Bruxelles, sans qu'on sache vraiment qui a décidé quoi. Alors, comment réagissent les dirigeants? C'est le fameux plan B. Ils prennent l'essentiel du traité qui a été rejeté, ils le remettent dans un nouveau texte, le traité de Lisbonne, mais cette fois pour être sûr d'éviter un nouveau non, ils court-circuitent les référendums.
Le traité sera ratifié directement par les parlements nationaux. Institutionnellement, ça débloque la situation, mais politiquement, l'accusation de passage en force ne fait que renforcer ce sentiment de déficit démocratique. Et cette méfiance qui grandit, elle va nous mener au plus grand traumatisme de l'histoire de l'Union européenne, le Brexit. L'idée même qu'un pays puisse quitter le projet, c'était juste impensable avant. Le mouvement semblait à sens unique, toujours plus d'intégration. En 2016, l'impensable est arrivé. Il faut dire que le parcours du Royaume-Uni a toujours été à part. Il rejoint le projet assez tard, en 1973, il reste en dehors de l'euro, et en 2016, une courte majorité de citoyens vote pour la sortie. Le divorce est acté officiellement en 2020, c'est un coup de frein monumental pour la construction européenne. Cette petite phrase de Margaret Thatcher dans les années 80, « I want my money back », je veux qu'on me rende mon argent, elle résume tout. Elle illustre parfaitement la vision britannique d'une Europe vue d'abord comme un grand marché, une affaire de gros sous, et pas vraiment comme un projet politique, un destin commun. Le Brexit, c'est un peu l'aboutissement de décennies de cette relation compliquée. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On se retrouve face à un paradoxe assez fascinant. D'un côté, l'Union européenne est plus puissante et plus intégrée qu'elle ne l'a jamais été, et de l'autre, elle n'a jamais été aussi contestée de l'intérieur. Ces chiffres y parlent d'eux-mêmes. En 2018, une enquête montrait qu'une majorité d'Européens n'avaient pas confiance dans les institutions de l'Union. Ce n'est pas un rejet total, attention, mais c'est le signal très clair d'une fracture, d'une distance entre les citoyens et le projet européen. Et cette contestation, elle prend une forme très concrète. La montée en puissance de partis nationalistes et populistes dans plein de pays. Que ce soit en Hongrie, en Pologne, mais aussi en Italie ou en France, ces partis arrivent au pouvoir ou deviennent des forces politiques majeures. Et leur point commun, c'est qu'ils remettent directement en cause les valeurs fondatrices de l'Union, comme l'état de droit par exemple. On termine donc sur cette question, qui est vraiment la question fondamentale pour l'avenir. Face à toutes ces crises, la solution, c'est quoi? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans l'intégration, vers une Europe plus fédérale, ou est-ce qu'il faut, au contraire, rendre plus de pouvoir, plus de souveraineté aux États-nations? C'est le grand débat qui va sans aucun doute façonner l'Europe des prochaines décennies.